Imaginez ceci. Un seul enfant, âgé d'à peine 12 ans, sur un terrain poussiéreux de la banlieue de Los Angeles, a réussi à démanteler 70 ans de doctrine sportive américaine avec une simple question. C'était un jour de lancer. Le coach venait de lui donner l'ordre habituel. Laisse la batte de côté. Les lanceurs ne frappent pas. Une règle sacrée aux États-Unis, celle de la spécialisation précoce pour minimiser les risques. Mais cet enfant n'a pas obtempéré. Il a regardé son entraîneur droit dans les yeux et a demandé « Ohtani fait les deux. Pourquoi est-ce que seulement moi, je n'y aurais pas droit ?» En 2024, les statistiques montrent que le nombre d'enfants américains s'inscrivant en tant que double menace a explosé de près de 400% par rapport à la décennie précédente. Non pas à cause d'un phénomène de mode passager, mais parce que, pour la première fois, la logique de la sécurité a été battue par la logique implacable du rêve. Bienvenue à vous, passionnés de stratégie et d'histoire sportive sur 609 True News. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette révolution inattendue, celle où le baseball n'est plus un sport, mais une véritable éducation, remise en question par un seul homme, Shohei Ohtani. Le silence qui a suivi la question de cet enfant sur le terrain rougeoyant n'était pas un silence de rébellion, c'était un silence de vérité. Le journaliste présent sur place a décrit cet instant comme « une bombe silencieuse larguée sur la philosophie du sport américain ». Le problème profond, ce n'est pas l'insolence de l'enfant, mais l'absence totale de contre-arguments logiques chez l'entraîneur. Depuis des décennies, la doctrine américaine prônait l'hyperspécialisation dès le plus jeune âge pour prévenir les blessures coûteuses et maximiser l'efficacité. Mais l'exemple d'Ohtani a fait voler cette théorie en éclats. On pourrait rétorquer qu'Ohtani est une anomalie génétique, une exception qui confirme la règle. Mais cet échappatoire, les enfants ne l'acceptent plus. Ils voient Ohtani sur les réseaux sociaux, ils voient les 160 km/h qu'il lance et les plus de 40 circuits qu'il frappe. Et ils comprennent qu'il n'est pas un miracle, mais le produit d'un travail acharné et méthodique. Dès lors, la question « Pourquoi moi je ne pourrais pas ?» devient une vérité incontestable. L'enfant ne cherche pas à désobéir. Il refuse simplement qu'on lui retire la possibilité de réaliser la totalité de son potentiel. Ce dialogue n'est pas resté confiné à ce petit terrain. Il s'est propagé sur les réseaux sociaux comme une étincelle, déclenchant une vague de remise en question à travers tout le pays. Des rapports d'entraîneurs de Floride, du Texas, de New York et de Californie ont commencé à affluer, décrivant la même scène, une moitié de l'équipe demandant à pratiquer les deux rôles. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que cette demande n'est pas pilotée par les parents, souvent plus enclins à la prudence, mais par les enfants eux-mêmes. Une mère du Midwest, initialement partisane de la spécialisation de son fils comme lanceur unique, a témoigné. « Je pensais au long terme, à la sécurité. Mais mon fils m'a dit, si j'ai même 1% de chance d'être comme Ohtani, pourquoi m'obliger à abandonner cette chance ?» Cette phrase a percé le cœur de la contradiction américaine. Ce pays qui a toujours vanté l'esprit d'entreprise et le dépassement de soi s'était lentement replié sur la sécurité et le management du risque. Ohtani leur a rappelé l'Amérique de leurs rêves. Le véritable bras de fer se joue désormais dans la psyché des entraîneurs. Ils se trouvent face à un dilemme moral et éthique. Leur ancienne ligne de défense, si vous courez 2 lièvres à la fois, vous n'en attraperez aucun ou c'est un risque de blessure trop élevé, est devenue obsolète. Ohtani est la preuve vivante qui détruit cette logique. Il lance, il frappe, il se blesse, il revient et il reste au sommet. Les données sont là, visibles par tous. Comme l'a formulé un coach de ligue mineure, « Ma plus grande peur n'est plus la blessure du joueur, c'est d'être le coach qui, par entêtement, a étouffé un futur phénomène. » Cette angoisse a entraîné une révolution silencieuse dans les programmes d'entraînement. Nous assistons au passage d'une approche monospécialisée à une approche globale. Les lanceurs font des exercices de frappe intenses. Les frappeurs perfectionnent leur mécanique de lancer. Le focus n'est plus uniquement sur le muscle, mais sur la souplesse, la stratégie et la répartition de la charge physique. C'est le début de l'ère de l'entraîneur hybride, qui doit intégrer la médecine du sport, la stratégie de coaching et la psychologie de la performance. Mais attention, l'essor du double rôle n'est pas uniquement dû à l'inspiration du héros. Il y a une justification logique et tactique profonde, l'effet de synergie.
La majorité des experts se focalisaient sur les prouesses physiques d'Otani. Or, la véritable révolution est d'ordre intellectuel. Imaginez un lanceur qui comprend parfaitement le timing d'un frappeur, ou un frappeur qui anticipe les séquences de lanceur d'un lanceur parce qu'il sait exactement ce que le lanceur pense sous la pression. C'est l'idée que pratiquer les deux rôles ne divise pas la compétence, mais la multiplie. Comme l'a dit un entraîneur universitaire expérimenté, le vrai talent d'Otani n'est pas sa musculature, c'est son intelligence du jeu. Il a prouvé que la pensée est une puissance. Ce n'est pas de l'imprudence, c'est une stratégie avancée, une stratégie bidirectionnelle qui est désormais enseignée dans les manuels de coaching américains, remplaçant la notion de folie bidirectionnelle. Cette logique implacable a rapidement perturbé des institutions. Les plus touchés n'ont pas été les terrains de jeu locaux, mais bien les piliers du système, la NCAA et la MLB. Au niveau universitaire, la gestion des deux rôles était traditionnellement un cauchemar logistique et académique. Pourtant, à partir de 2025-2026, plusieurs grandes universités ont commencé à créer des quotas spécifiques de bourses d'études pour les athlètes two-way, souvent distincts des bourses de lanceurs ou de frappeurs. C'est une reconnaissance claire que le potentiel double est une denrée rare et précieuse sur le marché concurrentiel. Un recruteur universitaire, sous couvert d'anonymat, l'a résumé ainsi. Si nous interdisons à un jeune de frapper, il ira simplement dans l'université voisine qui l'autorise. Nous sommes obligés de nous adapter. La révolution est devenue économique. Le climax de cette perturbation se situe dans le processus de repêchage de la MLB. Comment évaluer un joueur comme Otani? Auparavant, on notait le lanceur, puis le frappeur, puis on comparait. Avec un joueur d'élite dans les deux domaines, le système s'effondre. Un scout de haut niveau a confié avec un sourire forcé « Il est coté comme une élite en tant que lanceur, il est coté comme une élite en tant que frappeur. Le total de points est littéralement incalculable. Nous ne pouvons pas le noter. » L'incapacité à quantifier la valeur du double rôle est la preuve la plus concrète de sa force de rupture. Un directeur général de la MLB l'a confirmé par une logique purement capitaliste. C'est l'équivalent de 2 joueurs de haut niveau pour un seul salaire et une seule place dans le roster. Il n'y a absolument aucune raison économique de ne pas le vouloir. Le double rôle est passé du rêve romantique à l'impératif économique. Mais l'influence la plus profonde et la plus inattendue d'Otani se situe dans l'éducation et la formation du caractère. Une institutrice d'école primaire a témoigné que ses élèves ignoraient ses conseils sur la persévérance, mais qu'ils reproduisaient fidèlement les comportements d'Otani. Aux États-Unis, où la culture sportive est souvent dominée par le culte du résultat et la peur de l'échec, Otani a introduit un contre-modèle puissant, celui de la performance souriante. Le modèle Shohei de fixation d'objectifs, qui sépare la technique, les habitudes mentales, le caractère et l'attitude, est même intégré dans certains programmes scolaires. Les enfants apprennent que devenir un bon joueur nécessite d'abord de devenir une bonne personne. Et ils y croient non pas parce que l'autorité le leur ordonne, mais parce que leur idole le pratique. Comme l'a dit un jeune athlète, « Je ne travaille pas dur pour éviter d'être puni. Je travaille dur parce que je veux grandir. Pour moi. » Otani n'est pas seulement un joueur qui change les règles du baseball. Il est une figure éducative qui rallume la flamme de la volonté personnelle chez des millions d'enfants. L'impact d'Otani est donc une leçon de vie qui dépasse le sport. C'est un changement de paradigme éducatif prouvant que les gens ne sont pas motivés par les ordres, mais par l'inspiration. Si ce voyage au cœur de la révolution du rêve vous a passionné, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager cette analyse à ceux que l'histoire du sport intéresse et surtout de vous abonner à 609 True News pour ne rien manquer de l'actualité qui fait trembler les fondations. Dites-nous en commentaire, selon vous, quelle est la prochaine institution américaine qu'Otani va involontairement forcer à changer?